l'ancien et le nouveau se passent sous nos yeux. Il y a un monde finissant, mais qui refuse de finir. Et il refuse de se finir en produisant des monstres. Le terrorisme, le repli sur soi, le populisme, tous ces monstres que nous voyons aujourd'hui nous viennent du monde qui refuse de finir. Et nous avons besoin d'un nouveau monde. Ce nouveau monde, les volontés politiques africaines et les volontés politiques internationales ont clairement défini ce que doit être ce nouveau monde. Un monde sans injustice, un monde sans violence, un monde où tout le monde est égal, un monde où le développement n'est pas au service de l'argent, mais au service de l'humain. Et ce qu'on demande aujourd'hui à l'éducation, c'est précisément d'être le moteur de cette transformation. Alors, première question. En Afrique, sommes-nous capables d'atteindre les cibles? Les 7 cibles qui sont fixées dans le programme 2030 en ce qui concerne l'ODD 4, sommes-nous capables de régler les 23 cibles qui sont fixées au niveau de l'objectif numéro 1, 2 de l'agenda 2063? Je prends quelques exemples rapides. Un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire pour tous. Et l'agenda 2063 nous dit un taux de scolarisation de 100% primaire et de 100% secondaire. Aujourd'hui, 55% de taux d'achèvement primaire, c'est la moyenne africaine. C'est-à-dire nous sommes à la moitié du chemin. Je pourrais prendre les autres indicateurs et quelquefois nous serons même au tiers du chemin. Je prends par exemple en ce qui concerne la formation des compétences professionnelles pour que chacun puisse avoir un travail décent. Quand nous prenons la génération des 15-24 ans, il y a 0,6% qui a accès aujourd'hui à la formation professionnelle et technique. Donc nous avons un long chemin à faire. L'Afrique part de trop loin par rapport aux cibles fixées. Serons-nous capables, comme disait l'autre, de courir pendant que les autres marchent? Et c'est la grande question qui nous est posée. Revitaliser l'éducation. 4 éléments qui sont nos 4 sous-thèmes. Comment rendre effectif pour tous un droit à une éducation de qualité, pertinente et efficace, permettant de promouvoir l'employabilité et des modes de vie durables? Deuxième question, comment assurer une meilleure attraction et appropriation de l'apprentissage des sciences, des technologies, des mathématiques dans l'éducation et dans la société? Quatrième question, comment valoriser le passé africain, la renaissance africaine, pour projeter avec confiance et espoir le devenir du continent? Comment promouvoir une approche holistique et multisectorielle de l'éducation afin de pouvoir promouvoir les valeurs, les attitudes et les comportements tels que la paix, la citoyenneté mondiale, etc. Ces questions sont importantes. Première question, rendre effectif le droit de tous à une éducation de qualité. Nous avons besoin d'une nouvelle culture de tous les acteurs. Parce que notre culture actuelle n'est pas une culture de la qualité pour tous. Notre culture n'est pas une culture de la réussite pour tous. Notre culture d'aujourd'hui, c'est comment sélectionner les meilleurs pour les amener au plus haut niveau possible.
cette culture doit changer. Notre culture d'aujourd'hui n'est pas l'égalité, car l'égalité des chances, c'est respecter les capacités et le mode d'apprentissage de chacun. Ce n'est pas donner les mêmes conditions à tous. Ce n'est pas cela l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est que chacun a ses frontières, chacun a ses approches, comment offrir des opportunités d'apprentissage adaptées à chacun afin que chacun puisse réussir. Assurer une meilleure attraction et appropriation de l'apprentissage des sciences, des mathématiques et des technologies. Nous avons ce projet depuis très longtemps, mais nous n'avançons pas beaucoup. Nous n'avançons pas beaucoup parce que nous n'avons ni changé l'environnement des apprentissages, ni changé pour l'essentiel le curriculum d'apprentissage, ni changé la pédagogie, ni changé la société dans son approche des questions scientifiques et des questions mathématiques. Nous n'arrivons pas à lier la pensée conceptuelle, la compréhension conceptuelle, la résolution des problèmes de l'environnement à l'apprentissage des sciences et des mathématiques. Valoriser le passé, c'est une question devenue vitale pour nous. La jeunesse africaine se jette à l'océan. Elle ne croit plus à l'Afrique en ce qui concerne son avenir. Et nous devons changer cela. Nous devons montrer à nos jeunes, en leur montrant leur histoire, l'histoire de leur continent, ce que ce continent a fait pour le monde. Nous devons leur montrer leur culture, leur patrimoine culturel, le patrimoine endogène, ce que l'école laisse totalement de côté. Nous devons intégrer les langues africaines qui sont porteuses de ces cultures et porteuses de cette histoire pour que nos jeunes commencent à reprendre espoir et confiance en leur continent. C'est une question qui est devenue vitale pour le continent. Nous devons aller vers la paix. Je n'insisterai pas. Mais comment faire tout cela? Nous proposons un certain nombre d'axes. Le premier axe, il faut qu'on recontextualise l'éducation. L'éducation, ce n'est pas simplement des standards et des modèles internationaux. C'est d'abord, avant tout, la capacité d'une société à transmettre son savoir, son savoir-faire aux jeunes générations. C'est la capacité de cette société à se reproduire et à pousser son évolution de l'avant. C'est cela d'abord l'éducation. Alors, remettons notre système éducatif dans nos contextes. Quels sont les besoins de notre société? Quelles sont les problématiques auxquelles nos sociétés sont confrontées? Et comment l'éducation doit répondre à ces problèmes-là d'abord et avant tout? Et y répondre avec les ressources dont nous disposons. Vous ne pouvez pas être un pays pauvre et avoir une école riche. Si vous avez un pays pauvre, vous aurez une école pauvre. Et c'est cette école pauvre qui pourra être l'école de tous. Mais si vous prenez l'école riche, cette école sera pour une minorité. Elle ne sera pas pour tous. Et nous devons repenser l'ensemble de nos modèles et de nos coûts à partir des réalités et des ressources de nos pays. Deuxième axe, la reconnexion. L'éducation ne joue pas seule pour la transformation. Elle ne peut même pas jouer contre les autres niveaux du tout social. Si vous voulez transformer le monde et transformer l'Afrique,
L'éducation est centrale comme moteur, mais il faut qu'elle agisse avec les autres secteurs, en interaction avec les autres secteurs, avec l'économie, avec la société, avec la culture, avec les communautés environnantes. Il faut que l'ensemble des ressources soient mobilisées au service de cette transformation et que toutes les synergies et les actions convergent vers cette transformation. Et donc, concevoir l'éducation de manière isolée, c'est ce que nous interdit aujourd'hui le programme 2030. Il y a 17 objectifs de développement et nous devons penser l'éducation en interaction avec les 17 objectifs. D'abord, du point de vue de l'action, d'ensemble pour la transformation, mais aussi du point de vue du sens de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation n'est pas pour elle-même, elle est pour l'environnement, elle est pour l'économie, elle est pour l'inclusion sociale. Elle n'est pas pour elle-même. Et comment elle doit répondre à cette demande, c'est aussi une question qui nous est posée. Troisième direction, l'approche systémique. Nous ne pouvons pas transformer l'éducation en disant, par exemple, je donne un exemple, réglons la question de l'enseignement supérieur sur le problème des sciences et des technologies. La question des sciences et des technologies, c'est d'abord les précoces stimulations de l'enfant. C'est depuis la petite enfance que l'enfant apprend à toucher, à observer, à voir tout ce qui est démarche scientifique de base. Mais ça ne commence pas avec l'enseignement supérieur. Et donc, si nous voulons transformer, il faut transformer de manière systémique. Il faut voir le système dans sa globalité. Bien sûr, chaque niveau jouera un rôle spécifique, mais tous vont converger vers les mêmes objectifs de transformation. Il faut aussi tenir en compte les différents éléments qui jouent dans le système. Dire qu'on modifie les intrants sans toucher au processus, sans toucher à l'environnement, sans toucher au système d'évaluation, le changement ne s'opère pas. Changer un curriculum, ne touchez pas au système d'évaluation, les enseignants vont continuer à enseigner selon les examens et selon ce qu'on va leur demander aux examens. Et les élèves vont continuer à apprendre selon cet objectif-là. Et vous avez beau réformer, les pratiques vont rester les mêmes. Il faut aussi une approche intégratrice. Ne venons pas, s'il vous plaît, remplir encore les programmes, éducation à l'environnement, éducation à la citoyenneté, éducation à la paix. Le problème, c'est d'intégrer ces finalités dans les apprentissages existants. Le problème n'est pas d'ajouter de nouvelles disciplines, à chaque fois qu'on a une innovation. Mais comment renforcer le sens des apprentissages actuels en leur donnant une finalité en matière environnementale, une finalité en matière sociale, une finalité en matière économique. Conduite des changements. Les changements que nous voulons produire ne vont pas s'opérer simplement à partir d'une autorité et d'une impulsion au sommet. Cette impulsion et cette autorité au sommet, c'est absolument indispensable. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'espace pour l'initiative, la participation de la base et cette combinaison entre la mobilisation de la base et l'impulsion d'en haut, cette combinaison, c'est la combinaison gagnante. La feuille de route africaine, quelques éléments rapides. 3 principes directeurs. Appropriation des objectifs. Si nous voulons mettre en place une feuille de route africaine, notre première mission, c'est comment l'Afrique va s'approprier les objectifs universels. Comment l'Afrique les adapte en fonction de ses priorités et de ses besoins.
comment l'Afrique les adapte en fonction de ses ressources et de ses capacités. Deuxième direction, l'inclusion. Une coordination devra inclure toutes les parties prenantes de l'éducation en Afrique. Troisième principe, l'efficacité, c'est-à-dire la focalisation sur nos avantages comparatifs au niveau régional. Trois objectifs. Tracer le chemin pour aller de l'avant, mutualiser les efforts et les investissements, optimiser les chances de l'Afrique d'atteindre le dialogue et l'action avec les partenaires, les réunions formelles et les manifestations de haut niveau pour le dialogue politique, les stratégies de communication au niveau régional, le plaidoyer, la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités. Voilà les points sur lesquels il va falloir se focaliser. Et l'ADA, le bras technique de cette coordination, étant entendu que toutes les parties prenantes de l'éducation seront membres de cette coordination. Les domaines et stratégies d'action, surtout les stratégies, la communication pour mobiliser l'engagement de toutes les parties, première stratégie. Deuxième, l'accompagnement du mouvement par un forum de dialogue sur les politiques et des réseaux d'échange et de partage de connaissances et d'expériences. Troisièmement, la facilitation des partenariats. Quatrièmement, la mobilisation de ressources ciblées sur les effets de levier. Et cinquième stratégie, le suivi et évaluation des progrès. Voilà ce qui est proposé en ce qui concerne la feuille de route. Vous aurez, avec le texte que je vais vous fournir, beaucoup plus de détails. Je vous remercie. Thank you very much, Mamadou. And my apologies for having to request you to stop because we really have to try and catch up with time. So I would now like to suggest that we take on the two other speakers and then we have a discussion at the end. So if you have questions to Mamadou, please keep them, write them down, and we'll have an opportunity at the end. May I now welcome Mr. Matoko from UNESCO to come and speak about Agenda 2030. Thank you, Peter. Good morning. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers amis, j'avais un discours structuré comme on sait bien le faire dans les grandes organisations, mais le temps donné par le doyen Doyle m'incite, me laisse à penser que je devrais être plus spontané et peut-être plus africain dans mon discours, et exprimer plutôt ce que je ressens comme africain dans cette salle par rapport au thème qui nous réunit ici. Mais je vais quand même pas déroger au protocole en vous disant l'honneur que, en tant qu'UNESCO, l'honneur que nous avons ici de partager avec l'ADA et tous les autres partenaires ces 2 jours de réflexion. Et au nom de la directrice générale de l'UNESCO, bien sûr, Madame Irina Boukova, vous assurer de tout le soutien de l'UNESCO tout au long de ces discussions, mais tout au long des actions qui seront prises éventuellement au sortir de ces journées de réflexion. Alors, on parle d'agenda 2030, d'agenda 2063. Je crois que nous allons un peu revenir sur le parcours qui nous a mené jusqu'à l'agenda 2030, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, et rappeler d'abord que pour la première fois, certainement pour la première fois, l'Afrique est arrivée à New York avec une position commune sur les agendas. Une position commune qui a été élaborée d'ailleurs sous l'égide de l'Union africaine et de plusieurs organisations internationales qui les ont soutenues et qui ont alimenté la confection de ces objectifs. Donc aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous devons nous sentir nous-mêmes propriétaires et maîtres de ces objectifs et ne plus nous cacher sous le fallacieux prétexte qu'ils ont été élaborés ailleurs et que peut-être ils ne conviennent pas
à nos agendas, à nos propres agendas. Deuxièmement, en ce qui concerne l'agenda qui nous... 4, celui de l'éducation, qui a fait aussi l'objet de plusieurs consultations au niveau national et régional, et pour rappeler celui de le forum de Kigali également, qui a réuni tous les ministres de l'éducation de l'Afrique et qui a apporté aussi une position conjointe, commune à New York au moment de l'élaboration de l'objectif 4. Alors, le thème de cette conférence, revitaliser l'éducation. Mamadou Ndoye nous disait que nous sommes morts ou quelque chose de ce genre. Revitaliser, c'est redonner de la vie. Bon, redonner de la vie, ça veut dire que quelque part, il y a un mal peut-être profond, récurrent, que nous connaissons tous. Et je crois qu'aujourd'hui, la capacité de nos systèmes éducatifs et de la société tout entière africaine, puisque l'éducation n'agit pas tout seul, encore on nous l'a rappelé ce matin, c'est bien celui dans le même temps, de rattraper le temps perdu, si je puis dire, et deuxièmement, également de faire face à de nouveaux défis inattendus sur ce continent. Défi de l'extrémisme, on l'a rappelé, le défi de toute cette jeunesse qui veut savoir, et peut-être qui va même plus vite que les éducateurs. Aujourd'hui, il y a des applications mobiles qui sont créées par des Africains en dehors des systèmes éducatifs, en dehors de toute formation spécifique. Aujourd'hui, les jeunes sont dans les réseaux sociaux sans formation préalable. Aujourd'hui, la majorité des jeunes Africains entrent dans le monde de l'entrepreneuriat sans formation professionnelle adéquate. Et donc, il y a tenir cette cadence de ce que, je dirais, le défi de la modernité, d'une nouvelle société, une société basée sur le savoir et la connaissance, mais une société aussi qui doit répondre au défi de l'agenda 2063, qui est celui de la renaissance culturelle et de l'émergence. Mais quoi de plus que l'éducation pour répondre? L'éducation a toujours répondu à ces défis. Mais quoi de plus que l'éducation pour répondre à ces défis? Mettre en même temps l'éducation et la culture sur le même pied d'égalité. Mettre l'éducation et la culture au service du savoir. Nous avons célébré l'année dernière la décennie de la charte de la renaissance culturelle qui a été adoptée par l'Union africaine au symposium de Sirte. C'est passé inaperçu, presque. Mais voilà le défi. Quand on parle de renaissance culturelle, on repart de revitaliser l'éducation, et comme l'a dit Mamadou Ndoye, c'est bien s'appuyer sur le savoir endogène. C'est revitaliser le savoir africain dans tous les domaines et le mettre à la portée de cette jeunesse qui ne demande qu'à se resituer dans une société tout à fait bouleversée. Nous parlons de transformation. L'histoire nous apprend comment s'opèrent les grandes transformations dans les sociétés. Et Mamadou Ndoye posait la question de savoir si sommes-nous capables de cette transformation en Afrique. Moi, je dirais, mais rendre l'enseignement primaire obligatoire, les investissements qui sont faits en termes de formation des enseignants, les investissements qui sont faits en termes d'accès. Mais les problèmes sont ailleurs. Et je ne peux que être d'accord avec Mamadou Ndoye pour dire que l'éducation n'est pas le seul à pouvoir résoudre tous les problèmes de société. L'éducation n'est pas l'école, est le premier pas, mais il ne peut pas être jusqu'au bout de la chaîne la seule unité à assurer le développement et la transformation de nos continents. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand les ministres de l'Éducation se réunissent, il est bien aussi que les ministres des Finances et de la Planification soient là. Et je crois que l'habitude des MINEDAF et des COMEDAF et maintenant de STC, l'Union africaine, essaie d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, un grand nombre de groupes de population qu'on appelle vulnérables ne sont pas scolarisés. L'éducation reste encore un rivage lointain, une utopie pour les handicapés, pour les minorités ethniques, pour les populations les plus pauvres. Et là encore, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a une déclaration, il y a un instrument normatif qui consacre le droit à l'éducation. Et donc le besoin de rappeler qu'il y a un droit à l'éducation pour tous.
et que ce droit à l'éducation fait partie de tous les éléments qui concourent à la qualité de l'éducation également. Je reviens sur le point de la mobilisation. La mobilisation de tous les partenaires. Le secrétaire général des Nations Unies, le nouveau secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, propose de reconcentrer, de faire un exercice de concentration de toutes les mandats, les missions des organisations du système des Nations Unies. Et j'espère aussi de tous les donateurs d'ailleurs, pour éviter les duplications, pour éviter les actions concurrentes, pour faire en sorte que toutes les actions convergent vers le même point. Enfin, cet objectif, cet agenda 2030 aussi, pour les systèmes éducatifs, se penche sur l'amélioration des compétences techniques et professionnelles. Nous parlons donc de la formation professionnelle, sur le développement des compétences. Sommes-nous aujourd'hui africains, nos économies africaines, sont-elles prêtes à répondre aux exigences du marché du travail du XXIe siècle, à répondre aux défis de la jeunesse, qui est d'ailleurs un des thèmes de l'Union africaine pour cette année? On parle aujourd'hui d'économie verte, économie bleue. Avons-nous les compétences? Préparons-nous ce système éducatif à ces nouvelles économies? Quand on parlait de l'économie numérique, il y a une dizaine d'années, étions-nous prêts? Voilà, je crois que ce sont des réflexions qu'il faut porter. Il faut porter au-delà des actions immédiates. Il faut penser le futur. Il faut penser ce que l'Union africaine appelle la renaissance culturelle. Il faut penser au type d'enseignement. Il faut penser à l'histoire de l'Afrique. À l'histoire de l'Afrique, ça fait 50 ans que nous disons que nous connaissons mieux l'histoire de l'Europe que l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas combien d'entre nous d'ailleurs connaissent la charte de Kourou-Fougan, qui est la première déclaration universelle des droits de l'homme éditée en terre africaine au XIIIe siècle par Soundiata Keïta. Combien d'entre nous savons du royaume du Congo, de Bazan-Congo, qui est en train d'être revitalisé? Combien d'entre nous le savons? Mais, voilà, je pense que, comme je disais, il y a un effort, on l'a dit encore, d'adaptation, de contextualisation de nos systèmes éducatifs. De manière plus pratique également, si nous ne savons pas ce qui se passe dans nos systèmes éducatifs, comment pouvons-nous planifier? Ce même objectif aussi nous appelle à développer des indicateurs de qualité, de quantité de nos systèmes éducatifs. Je ne vais pas prêcher pour notre propre chapelle. L'ISU est là pour faire ce travail, pour le développer, et le fait si bien d'ailleurs. Enfin, je pense que nous ne pouvons pas être enfermés dans nos contextes nationaux et qu'il est important qu'il y ait des dynamiques régionales. Et c'est le sens certainement de l'intégration africaine de l'agenda 2063. Quand on pense aux milliers d'enfants réfugiés sur les frontières Soudan, Somalie, Éthiopie, Guinée, Libéria, quel type d'éducation ils reçoivent ces enfants? S'il n'y a pas une dynamique régionale, s'il n'y a pas une dynamique d'enseignement des langues transfrontalières, quel type de citoyens formons-nous pour le futur? J'étais à une conférence de presse sur la jeunesse et l'entrepreneuriat récemment à Paris, où un jeune Africain me disait, Monsieur Matoko, à l'UNESCO, quel choix vous donnez aux jeunes du Bénin, aux jeunes du Sud-Soudan, de Juba, du Darfour? Quel choix vous leur donnez pour le futur? Je crois que ce sont des questions essentielles et je crois que aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Le temps des dialogues est nécessaire certainement, mais je crois qu'il faut passer à l'action. Et je crois que l'action nécessite que nous nous mettions tous autour de la table, comme on le fait aujourd'hui, pour réfléchir ensemble sur ce qu'il faut faire pour revitaliser, pour redonner vie à l'éducation. Je peux vous assurer que l'UNESCO
continue de participer à cet effort. Et la présence des collègues ici, d'ailleurs, témoigne de l'intérêt que nous portons au travail de l'ADA et que nous continuerons de souvenir. Merci. Dieu Dieu. So, thank you very much, Mr. Matoko. We have got quite a few questions from the two speakers. We will have an opportunity to discuss this throughout the 3 days. I would now like to welcome Mr. Mahama Wadraogo on behalf of the head of the Africa Union Commission. Thank you, Mr. Moderator. Bonjour tout le monde. Good morning. Your Excellency, the Minister of Education, Republic of Senegal, distinguished African ministers hereby represented, the ADEA executive, delegate from member states, academic, representative of partner agencies, ladies and gentlemen, on behalf of the chairperson of the African Union Commission, who is unavoidably absent, of course, because, as you know, the handing over from the outgoing commission to the incoming one just took place yesterday. It is therefore with great pleasure that I attend this session. I wish to express my sincere appreciation to ADEA, the Association for Development of Education in Africa, for organizing this triennial. Our gratitude also goes to the government of Senegal for really hosting this triennial on a short notice. The theme of the conference, which is revitalizing education toward the 2030 global agenda, and of course our own Agenda 2063, is particularly important, coming just over 1 year since the adoption of the Global Development Agenda. And I was very glad to hear Mr. Firmin Matoko from UNESCO outlining the importance of the role of African into really Agenda 2030. It's really our own. And of course, we have the Continental Education Strategy for Africa 1625, which was adopted by the head of state just a little over a year ago. When I look at the African education system, I sometimes tend to refer to it as what the French say very well, and I'm sure that Matoko will allow me for citing that. Le malade imaginaire. For those who are interested in French art and culture, French theater, it's about this very sick person, or maybe trying to simulate sickness so that he can have so many people who are caring for him. And all these, out of all these people caring for them, for this sick person, some of them are wishing for the person to get better, the sick one, while others are deep inside hoping that he might just pass on so that they can inherit the wealth he has amassed.
But when you look at the African education, the reality is that he's really sick. And he's so sick that if we don't do something, definitely, we think that we may have to take him to the cemetery. And of course, all of us who are here, that's not what we want. We want a revitalized education system. And we know that it's a system that has a lot of potential. In fact, on my way from Addis, I had the opportunity to travel with Mr. Modibo Diarra, that some of you may know. Mr. Modibo Diarra is one African scientist of the diaspora who participated in one of NASA projects, which did very well in landing a space vehicle in March. But there are many other examples like Modibo Diarra, and all those are products of the African education system. And this is just to underscore the potential that this system really has to really bring Africa at the forefront. Of course, it's aware of that the head of states have adopted the Continental Education Strategy for Africa, which I will come back later on. The head of state also adopted for 2017, and I want to mention it up front, the theme of the year, which is on harnessing the demographic dividend through investment in the youth. This theme of the year also put education and skill development at the core of one of its pillars. I should even say the most important. Ladies and gentlemen, it is imperative that we appreciate the linkage between the national, regional, and the continental strategic framework and aspiration in order to ensure that much needed alignment and coordination is observed. Africa has long suffered from the scourge of multiple visions and parallel development structure. We all agree that that doesn't assist us very much. The African Union represents Africa's collective voice for Africa's shared aspiration, for Africa's common destiny, currently articulated in Agenda 2063, the Africa we all want. And we have to act fast so that we can achieve that. We don't want to reach 2063 while we are still talking rather than implementing. Agenda 2063 identifies education, science, technology, and innovation as among the most important and instrumental vectors for attaining the vision of a peaceful, integrated, and prosperous Africa. And of course, this also is in link with some of the sub-team of this conference. How can we ensure a peaceful Africa? Through education. Education can do it. And in fact, if you look at our own African traditional system, yes, education has allowed us to also arrive at peace. Human resource development is at the core of Africa's vision of peace, integration, and prosperity, and indeed at the core of achieving the global SDGs. We therefore need to consider how education and training should be reoriented to meet the knowledge, competencies, values, and attitude required for the better world defined by the SDGs and our continental vision. Africa must invest in education,
science and technology if we have to meet our own development target, reverse marginalization in the world economy, and to take the rightful place in the global community. We can't always be talking about Africa in terms of potential. We have to realize it. The Continental Education Strategy for Africa provides a framework that links education to the human resource need of Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals, as well as national development goals. It is a strategy for reorienting Africa's education and training system to meet the required knowledge, competencies, skills, innovation, and creativity. CESA is Africa's contribution to and domestication of the global agenda. CESA offers a common basis for design and implementation of national, regional, and continental education program with an overall framework for mobilization of all stakeholders toward a common vision. It calls for education at all levels to be strengthened by enhanced access, relevance, inclusiveness, and quality. Cognizance of Africa's unique youth demographic, CESA calls for a paradigm shift toward embedding innovation and entrepreneurship in education and training, while ensuring that life skills and African values are also inculcated. Some of the issues that may have occupied peripheral spaces in education development are rising to the forefront. Ensuring preparedness for structured education and training, promoting positive teaching and learning environment, protecting school infrastructure. And we know that these are the first infrastructure to be reckoned with when we have either a catastrophe, natural disaster, or of course civil strike. Ensuring physical and emotional well-being of students, motivating teachers, links with communities and industry, and so on. Those are among the areas that must be addressed as enablers of access, inclusiveness, quality, and relevance of education and training. Hence, the need to strengthen early childhood care and education and school feeding. There is need for multi-sectoral approaches to education planning, development, and resourcing. And school feeding, for example, stimulate areas such as local agriculture, student nutrition, health, and social development, providing livelihood in local communities while helping to attract and retain children in school. This, of course, reminds us that education alone cannot do it, but education has a central piece, can really, in a multi-sectoral approach, bring about development in Africa. This may in turn encourage families to consistently send their children to school, reducing child labor, early pregnancy, early marriages, and school dropouts. All those being, of course, some of the challenges we are facing in the Africa of today. Although TVET is a key to the realization of Vision 2063 and critical generation of employment and infrastructure development, it is still a low priority policy area which is reflected in enrollment, which stand at only 6% of total enrollment in secondary education. We need to reverse that. TVET must be a coherent system whose purpose is
to meet the demand of economic development of the continent in terms of quality, skilled human resources. The AU Continental TVET strategy proposes appropriate intervention with a paradigm shift so that we can train, we can bring skill to young people who will create enterprises and create jobs, rather than continuing to train people whose major challenge will be to seek for a job. Undertaking the successful implementation of this TISA requires well-functioning regional and continental education management information system, EMIS, and strengthening of the Continental Education Observatory. Africa needs to take charge of its statistics and build capacity meaningful use of data for policy and planning for effective decision making so that we know where we are going rather than going in multiple directions that may not take us nowhere. Agenda 2063 requires robust and dynamic linkages between education, especially TVET and higher education on the one hand, and the productive and service sectors on the other hand, so that the education system builds relevance and responsiveness. Furthermore, there will be need to also strengthen strategic and productive planning in the education system, research and innovation, so that they are strategically aligned with national and continental aspiration and visioning. There is a need for more vigorous attention to improve the quality of the delivery system so that the continent can benefit from better quality and high-level human resources for the attainment of the Africa Agenda 2063. Excellencies, ladies and gentlemen, the Commission is implementing, as part, of course, of CISA, the African Union Harmonization Strategy for Higher Education in order to bridge the gap between the disparate educational system in Africa and foster continental academic integration. The Commission has therefore initiated the development of the Pan-African Quality Assurance and Accreditation Framework to provide a continental platform for enhancing the provision of higher education quality and promote compatible methodology that create basis for establishing a continental accreditation agency. Effort will need to be made to ascertain comparability and equivalencies in higher education quality monitoring, leading to an African-wide framework. In implementing the African Union Harmonization Strategy for Higher Education, the Commission is also working jointly with UNESCO to facilitate the ratification and implementation, of course, of the Addis Convention, which is on the recognition of studies, certificate, diplomas, degree, and other academic qualification in higher education in the African continent. The Addis Convention is an important instrument for achieving the African Union vision of continental integration, where intra-African mobility and skills portability are necessary for integration, requiring that member states apply fair, transparent, and non-discriminatory practices in the recognition of qualification from foreign institutions of higher learning. And of course, we have to ensure that we do same within, so that we can seek others to also facilitate the movement of our people also to other areas.
Excellencies, ladies and gentlemen, I thought that I had the deal with the moderator, but he said that the deal is off. So I will try to shorten the presentation, but rest assured that the whole of the speech will be available and we'll put it in the record in this meeting. So I would like, therefore, to conclude by saying that education remains a top priority in Africa. It plays a pivotal role in enabling the continent to achieve the aspiration it laid down in its people-centered and long-term transformative agenda 2063 through the development of competent and productive human resources. The global 2030 Sustainable Development Goal puts strong emphasis on ensuring inclusive and quality education for all and promote lifelong learning. It is through it that the strong political commitment, will and motivation that CESA is promised to lift large section of our population out of poverty, not out of extreme poverty, but out of poverty. It will reduce inequalities, gender disparity, and empower the African system to be innovative, address continental challenges, and promote global competitiveness. CESA, which was referred quite a bit in this address, create a conducive learning environment at all levels, including informal and non-formal setting, while in the process revitalizes education system and ensures quality and relevance. We are pleased that we are taking concrete steps in its implementation. We want to also inform you that a committee of champions of head of state and government on education have been set up to champion education and science and technology. We wouldn't finish without mentioning Pan-African University. And with that note, I would like to reiterate the assurance that the African Union Commission will provide all possible support to ADEA and all the partners for the successful implementation of the outcome of this joint event. Thank you, moderator. I hope I didn't. I apologize to the representative of the chairperson of the commission, but we really have to try and keep time. So my apologies, Mr. Mahama. So this brings us to the end of the three presentations. We had planned to have 1 hour, 15 minutes for this session, which means we have only 10 minutes left for question and answer, and we'd like really to keep to the time for this session. So I'm going to give an opportunity to a few questions, starting with the honorable ministers, if any questions, and then I'll go to the audience. And we'll take all the questions in one round and give a very brief 2 minutes at the end for the panel to respond. Honorable ministers, any one question? Yeah. Can we get the microphone to the minister, please, quickly? And if you can please be very direct with your questions so that we can get as many questions in as possible. Thank you very much, Program Ms. Moderator, and thank you to the presenters for what I regard as excellent presentations. The presentations were very, very excellent. In substance, we certainly are in agreement. But I would like to know, why is it that in the context of the challenges that we face, there is no reference in the papers or the presentations to race or religion? There's reference to cultural diversity, there's reference to colonization, but there's no reference to the challenges that we face in terms of tolerance in regard to religion and the issue of race, especially if indeed we want to be decolonized. So that is the question. Thank you.
Yes, Madam Jetta. Yeah. Yeah. Madam Jetta and then Madam over there. Can you please bring a microphone to Madam Jetta? Yeah. Oh. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you to the presenters, honorable ministers. I think we had a very rich menu of things that we should reflect upon, but as the presentation went, I have a question which any of them could reply to. Although we are talking about revitalizing, but when I listen to all the issues, I would even think, Mamadou, we are talking about reconstructing education, revamping education. Because if we have to do all the things we have to do, we cannot revitalize. Because in my view, revitalizing is as good as going back to what we were doing and strengthening it. But really, we need change. The second thing also I want to challenge ministers is, in SDG 4, we are talking about 12 years. If we have to really attain 12 years, would it be possible to do so without eliminating examinations? Because it's at the level of examining the students that we select and choose and eliminate those who are underserved. So I would really want to put to this audience that we have to begin to think about how, through continuous assessment, we will keep all our children in school, and as Madam Ba said yesterday, make them enjoy school. So if you could please respond to how do we really address this issue to ensure that all children, leaving no one behind, would attain at least 12 years of education. Thank you very much. Thank you, Chair. Boaz Waruku from ANSEFA. Good presentations have been made. Or to hear what revitalization processes are ongoing at the country level, because I think that's very important for us to achieve the Education 2030 and the Continental Education Strategy for Africa. I'm also very interested in knowing exactly what instruments we do have for tracking the implementation, because a number of the pronouncements and the frameworks that have been adopted in the past, I think they fall flat on our faces, basically because how to track that implementation becomes lacking. And finally, the partnerships that are to be built around each of these, because I think without harnessing the critical resources that we have, the various partners that we have, then very little will be achieved, and time will just fly and pass us by. So I think these three important things need to be addressed. Thank you. Thank you very much. If I may hand over to the next. Okay, I'll take one more question, and that we'll have to close and then go back to the panel. Yeah. Thank you, Chair. Mboya is my name from Nepal, South Africa. I want to address this question to the three speakers. In our meetings, we are talking about the philosophies and theories around revitalization. My question is, what about the change of the quality of life of the majority citizenry in Africa? We have been having these meetings, but the maternal mortality rate in Africa is still high. Okay. Malnutrition is still high. But what is it that we have to do
in meetings of this nature to address these major challenges? Thank you. We got the question. I will beg to stop here, and I'll go back to the panel. Just 1 minute each, if you could respond. I think most of the questions are directed to Mamadou. If you could summarize in a short 1 to 1.5 minutes, Mamadou. Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais il y a des questions sur lesquelles, peut-être en relisant les documents qui sont produits, on pourra trouver des réponses, parce que l'exposé a dû laisser de côté beaucoup de questions qui ont été traitées dans les documents. Je voudrais d'abord sur un grand problème qui a été soulevé par Anne-Thérèse, comment maintenir les enfants qui entrent à l'école. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup qui n'entrent pas, mais parmi ceux qui entrent, nous en perdons énormément de manière précoce. Et donc les deux questions doivent être prises ensemble, c'est-à-dire comment intégrer tous, mais aussi comment les maintenir tous jusqu'au bout. L'un des problèmes que nous avons, je l'ai souligné un peu, c'est la question de la diversification des opportunités d'apprentissage. Tous les enfants n'apprennent pas de la même manière. Et lorsque la pédagogie ne tient pas compte de ça et continue d'être une pédagogie centrée sur le discours du maître, il est clair que ces questions d'échec scolaire vont continuer. Parce que c'est un même discours qu'on adresse à tout le monde, ceux qui retiennent, retiennent, ceux qui ne retiennent pas sont perdus. Il faut qu'on ait une nouvelle pédagogie permettant à chacun de pouvoir s'investir dans l'apprentissage en tenant compte de ses propres capacités. Autrement dit, il nous faut des pédagogies d'auto- et d'inter-apprentissage. Deuxièmement, il nous faut des dispositifs à l'intérieur du système d'anticipation et de prévention des décrochages scolaires. Il nous faut des dispositifs de rattrapage, de soutien des apprenants qui sont en difficulté. Et malheureusement, tous ces dispositifs n'existent pas. Vous réussissez parce que vous écoutez bien le maître et vous enregistrez. Vous ne pouvez pas, vous êtes exclu du système. Deuxième question, c'est la revitalisation, c'est une question générale. Comprenez bien ce que nous voulons dire. Aujourd'hui, il y a de nouvelles ambitions, il y a de nouveaux engagements pour transformer l'Afrique et pour transformer le monde. Et on veut que l'éducation soit un moteur central de ces transformations. Ce que nous disons clairement avec revitalisation, c'est que si nous voulons que l'éducation soit le moteur, premièrement, l'éducation doit être repositionnée par rapport à ses ambitions de transformation. Deuxièmement, l'éducation doit être hissée à la hauteur de ses ambitions. C'est les deux éléments. Et dans ces deux éléments, la transformation dont vous parlez est centrale. C'est-à-dire que jusqu'ici, et j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un avec qui j'ai été co-auteur, Richard Sack, d'un débat à ce propos qui a produit un livre, c'est que les politiques africaines, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ont été plus des politiques additives et correctives que des politiques transformationnelles. Qu'est-ce que ça signifie? Le modèle dont nous avons hérité de la colonisation, qui n'est pas un produit interne du développement des sociétés africaines, mais qui nous a été imposé de l'extérieur. Ce modèle, depuis l'indépendance, nous nous contentons de l'étendre, nous nous contentons de corriger certaines aspérités de ce modèle.
alors que la question est de savoir comment transformer ce modèle au regard de nos contextes, de nos besoins, de nos problématiques. Comme le disait le monsieur tout à l'heure, il y a des problèmes de mortalité infantile, il y a des problèmes de santé maternelle, il y a tout un ensemble de besoins qui se posent à nous. Est-ce que nous orientons l'éducation vers des réponses à ces questions? Est-ce que nous orientons aujourd'hui les valeurs, les comportements, les connaissances, les compétences qui sont développées à l'école pour répondre à de telles questions? Voilà la question centrale. Merci. Thank you very much, Mamadou. I think the questions that have been posed here are questions that require a very long discussion. So I'm going to suggest that we end the session here. And we're going to have two ministerial panels coming up, which are going to focus on very much around the same topics. And there will be lots of opportunity for us to discuss in the groups coming up. So my apologies to Mr. Matoko and Mr. Mahama for the fact that we cannot have time to continue this session. But I want to ask you to join me in thanking the three speakers, Mamadou, Mr. Matoko, and Mr. Mahama, for the excellent presentations. Thank you all very much. Thank you. Yeah. Thank you very much, gentlemen. I hope the next panel will have a few ladies. We're in a very, very serious time crunch, and we're really hoping that some of you would contribute. Your best contribution to this whole event would be compressing your presentations. And so we're hopeful that some of you would do that in the interest of time, in the interest of allowing everybody who's come from distances to have the time to at least say a word. So if you can hold your any long speeches you have to the core points, it'll help all of us, and I'm sure you understand that. The new Africa we're talking about has to start with us. We're now going to the next session, which will be, we should have asked Mr. Mahama Ouedraogo to stay. Oui, tout à fait. Donc la prochaine session sera modérée par Monsieur Mahama Ouedraogo. Il est le directeur adjoint des Nations Unies, voilà, le directeur adjoint de l'Union africaine, pardon, en charge des ressources humaines. Excusez-moi. Et en parallèle à cette session, il y aura aussi une autre table ronde ministérielle dans la salle ovale. Une table ronde qui va s'intéresser à comment justement les ministres de l'éducation de l'Afrique vont dérouler leur stratégie pour concrétiser les agendas 2063 et 2030 des Nations Unies, mais aussi de l'Union africaine. Yeah, and this will run for the next 1 hour. So we're hoping that the moderators will hold their teams to deliver on time. Mr. Mahama will hand it over to you, and then there'll be the ministerial conference at the Oval Room. Thank you. Et le temps que Monsieur Mahamat s'installe, juste vous dire que la pause déjeuner est prévue à 13h30. Ah oui, c'est vrai. Thank you. Yeah, you're Thank welcome. Thank you. As you know, these are two parallel sessions. There is another session that's taking place at Salle Oval. So, well, I guess we'll give you some time for those who want to join that one. Because there are two identical sessions. Mm.